Libération. 300 est un atroce film de propagande dont l'idéologie de droite extrême donne envie de vomir. Sous couvert d'exotiques séances de bourpilles antiques qu'on s'apprêtait à savourer comme une divertissante partie de catch, 300 fait sans le moindre recul l'apologie d'une vision des plus puériles de l'héroïsme, de l'eugénisme et de la nécessaire brutalité militaire, le tout sointant le racisme primaire. Score, le film, lui, n'a les moyens intellectuels, ni la distanciation, ni de la réflexion, ni de la confrontation, il obéit bêtement au mouvement naturel du récit. Les Inrocks, direction artistique hideuse, inconsistance totale des enjeux dramatiques, Nine Inch Nails à fond les manettes sur la bande-son, le résultat est assez saisissant de laideur. Positif, ni scénario, ni contextualisation historique, ni personnage, juste un prétexte qui endort très vite. Ce film est le Voldemort du cinéma pour les gauchistes, et c'est pour ça que je l'adore. En 2004, sorti de nulle part, un tout jeune réalisateur de clips nous a sorti ce qui est pour moi l'un des meilleurs remakes jamais faits. Zack Snyder fait son entrée dans le monde du cinéma de façon assez remarquée avec son premier film, L'Armée des Morts, remake du film Zombie de George Romero. Il a surpris tout le monde en nous présentant des zombies qui semblent avoir été dopés et sont à 100 lieues des zombies pachydermiques de Romero qui marchent à 2 à l'heure. Non, les zombies de Snyder courent, grimpent, sautent dans tous les sens, ne laissant que peu d'espoir de fuite aux héros du film, ce qui ajoute un critère d'angoisse très conséquent au film. Déjà pour son premier film, le réalisateur possède une patte graphique qui lui est bien propre, il a donc totalement mis de côté la pseudo-critique de la société de consommation pour se concentrer sur le pur survival gore étendu. Il conserve des bribes de son style clipesque pour nous offrir un spectacle ultra généreux, jouissif et terrifiant, qui n'a pas manqué de surprendre tout le monde à sa sortie. Rien que la scène d'ouverture, incroyablement efficace, et ce qui figure parmi les meilleures scènes du genre. Avec ce film, le petit nouveau Snyder a pris l'assurance dont il avait besoin pour sortir son deuxième long métrage, qui, pour moi, reste son meilleur à ce jour. C'est donc en 2006 qu'il réalise 300, presque en même temps qu'Apocalypto de Mel Gibson. Décidément, cette année a vu sortir des films qu'on peut dire burnés, surtout pour 300, qui est peut-être le film le plus burné de l'histoire du cinéma. 300 est donc un péplum tiré du roman graphique 300 de Frank Miller et Lynn Varley, que j'ai également en ma possession. Le film, tout comme la BD, donne une vision fantastique de la bataille des Thermopyles, en moins 480 avant Jésus-Christ, et a été tourné en grande partie à l'aide de la technique d'incrustation, afin de restituer l'imagerie de la bande dessinée de Frank Miller. Le film a donc eu recours au même procédé technique que le film Sin City, adapté lui aussi d'une bande dessinée de Frank Miller, avec l'utilisation massive d'images de synthèse. Même si toutes les scènes présentes dans la bande dessinée originale sont fidèlement reconstituées sur grand écran, le scénario a été complété de quelques personnages et scènes supplémentaires. Dans la bande dessinée, Ephialtes, qui finit par trahir les Spartiates, tente de se suicider lorsque Léonidas refuse de faire de lui un guerrier. Dans le film, la scène fut tournée, mais coupée au montage. Toutes les scènes se déroulant à Sparte, qui impliquent la reine et montrent les intrigues politiques au sein de la cité, ont été ajoutées pour renforcer l'unique rôle féminin. Des éléments fantastiques et diverses bêtes comme le rhinocéros ont été ajoutés. Le film a presque entièrement été tourné sur fond bleu ou vert, au Ice Storm Studio de Montréal. Seule la scène de chevaucher des messagers au début du film, impossible à réaliser en studio, a été tournée en extérieur. Près de 1300 effets visuels ont été nécessaires, soit une moyenne d'un effet visuel par plan. Les acteurs ont suivi un entraînement sportif intensif de plus de 8 semaines avant le début du tournage. Gérard Butler a dû suivre pendant une période insoutenable de 4 mois précédant le tournage un rude programme d'entraînement associé à un régime alimentaire strict. Des valeureux efforts récompensés par la diminution de sa masse de graisse et l'accroissement de sa masse musculaire. Sous l'encadrement de coachs sportifs expérimentés dont l'ancien alpiniste Mark Twight, Gérard Butler s'entraînait 6 heures par jour et effectuait des séries d'exercices titanesques en prenant soin de travailler les différentes parties de son corps afin de bien maintenir un équilibre morphologique. Toutefois, il s'agit d'une méthode fortement déconseillée en un si court laps de temps, parce qu'une fois que les exercices intensifs sont brutalement stoppés, des problèmes physiques peuvent apparaître. Gérard Butler en a fait l'expérience en gagnant du poids et en subissant des problèmes de santé a posteriori de cette période d'intense activité physique, notamment au niveau du dos. Pour en venir au film lui-même, il est bon de rappeler que comme pour Apocalypto, il s'agit d'un film, pas d'un reportage sur la bataille des Thermopyles. Si vous voulez un historique véridique de cette bataille, regardez des reportages sur cette dernière. Là, nous sommes dans du cinéma hollywoodien et le but est uniquement de divertir, même si le film se base sur une bataille bien réelle. La BD de Frank Miller reprenait déjà énormément de liberté avec l'histoire, transformant le récit en véritable épopée fantastique. Il en est de même pour le film. L'histoire nous est contée telle une légende, avec une voix off, et comme n'importe quelle légende, l'imaginaire est de mise afin de glorifier encore plus l'héroïsme dont ont fait preuve ces guerriers. Le nombre des Perses est donc fortement exagéré. Le film nous dit qu'ils étaient des millions, les historiens estiment qu'ils étaient en fait 210 000.
même si le nombre exact reste encore incertain à ce jour. Lors de son voyage vers les portes chaudes, Léonidas fut renforcé par des contingents de plusieurs cités grecques, et il a donc pu compter sur 7000 combattants à son arrivée au défilé. On les aperçoit vite fait dans le film, notamment le célèbre passage où Léonidas demande les métiers de chacun des soldats, mais on ne se rend compte à aucun moment du nombre qu'ils sont, toute l'attention étant centrée sur les 300 Spartiates tout le long du film. Pour ce qui est de la trame principale de la bataille, elle est respectée par le film. Les 300 Spartiates se sont bien postés dans les 3 corridors formés par le défilé, avec la construction d'un mur défensif. Il y avait bien un passage montagneux pouvant servir à déborder les soldats présents dans le défilé. Léonidas avait donc ordonné à 1000 Phocidiens de s'installer dans les hauteurs pour prévenir cette manœuvre. Il y a bien un soldat du nom d'Éphialtès de Trachie qui a trahi Léonidas et informé Xerxès de l'existence d'un sentier dans la montagne. Il a agi dans le but de recevoir une récompense, et à cause de cette trahison envers le peuple grec, son nom est devenu synonyme de cauchemar et il est devenu l'archétype du traître dans la culture grecque antique. Léonidas a même réellement dit des phrases présentes dans le film, comme « Nous nous battrons à l'ombre des flèches perses » ou bien le fameux « Venez les prendre », répondu à sa sommation de déposer les armes. Beaucoup de choses ont été volontairement transformées en récits fantastiques, voire surnaturels, pour appuyer le côté légendaire du récit, comme les immortels. Leur véritable nom était les Mélophores, du grec ancien les Méléphorois, littéralement porteurs de pommes, par rapport à la pomme ou la grande grenade qui orne la hampe de leur lance, en lieu et place de pointe. Ils étaient donc un groupe de 10 000 combattants, qui constituaient la garde personnelle des rois perses Archéménides. Ce corps d'élite formé par Cyrus le Grand, puis réinventé par Darius, est présent dans les armées perses durant les 2 guerres médiques du 5e siècle avant Jésus-Christ et durant les batailles livrées contre Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Des hommes tout à fait normaux, mais le film nous les présente comme des démons au visage effrayant. Le film souhaite mettre en image la représentation de toutes les légendes que s'étaient inventées les hommes à cette époque. Nous avons donc sous les yeux la mise en image de ces légendes, comme si elles prenaient vie au fur et à mesure que le conteur nous déroule son récit. Nous sommes donc tels des enfants qui s'abreuvent des contes légendaires racontés par les anciens à cette époque, pour nous mettre des étoiles plein les yeux, quant au passé glorieux de leurs ancêtres, volontairement embellis pour donner aux générations futures toute la fougue dont elles ont besoin pour perpétuer le combat face à d'éventuels nouveaux envahisseurs. Ah oui, que c'est tout de même mieux que c'est pas parce que t'es un zizi que t'es un garçon ou ton pays n'a commis que des horreurs à travers le monde. Non, là on est dans la pure glorification. Et à chaque fois que je visionne ce film, je ressens toujours ce petit frisson et la volonté de mettre en valeur nos ancêtres guerriers, parce que oui, en France aussi on en a eu beaucoup. Déjà visuellement parlant, ce film est un gros éclatage de rétine. Les plans sont tous dignes de tableaux, les images de synthèse permettent de faire absolument tout ce que veut le metteur en scène, et c'est de toute beauté. Ce grain, cette colorimétrie dorée, cette photographie, ces effets de lumière, les couleurs de ces capes rouges sur fond doré, tout ressort comme emblématique, tout ressort comme légendaire. Snyder use et abuse des ralentis pour iconiser ses guerriers. Ils sont filmés sous tous les angles, sous toutes les coutures, dans des chorégraphies orchestrées au millimètre. Le spectacle est total et digne de la perfection. On a du mal à croire qu'il ne s'agit que de son 2e long métrage, tant il fait preuve d'une maîtrise ahurissante de sa caméra. Zack Snyder avait une idée très précise des combats qu'il souhaitait montrer dans 300. Pour cela, il a fait appel au cascadeur Damon Caro pour qu'il apprenne les rudiments des combats aux comédiens, ainsi que certains éléments propres aux arts martiaux. Les acteurs sont tous très bons, même si on peut constater une approche assez théâtrale dans les dialogues, mais bon, vu le genre, on va dire que c'est tout de même assez normal. Gérard Butler est excellent, il trouve là son rôle le plus iconique dans ce chef de guerre, qui en bon Spartiate ne montre aucune émotion, mais qui est pourtant très proche de ses hommes et garde une attitude paternaliste avec eux. On retrouve également Michael Fassbender qui faisait ses débuts, Lena Headey dans le rôle de la reine, elle est surtout connue pour son rôle de Cersei dans la série Game of Thrones. Les seconds rôles sont tous très bons, avec une mention spéciale pour Vincent Regan dans le rôle du capitaine, qui nous a tous déchiré le cœur en voyant son fils mourir sous ses yeux. Il est reproché au film son côté trop jeu vidéo, par les mêmes critiques qui déifient littéralement James Cameron et son film écolo Avatar. Bah oui, mais là ce qui les embête, c'est que ce sont des hommes, des vrais, beaux et musclés, dont chacun d'entre eux contient plus de testo qu'une centaine de gauchistes qui se collent les mains dans le bitume, rassemblés sur une dizaine de générations. Et ce qui les embête encore plus, c'est que les ennemis que ces hommes parfaits tuent par centaines, ils sont tous noirs ou typés moyen-orientaux. En même temps, ce sont des Perses, ils n'étaient pas typés norvégiens. En 2006, on n'était pas encore au stade de déconstruire l'histoire au cinéma pour caresser certaines ethnies dans le sens du poil. Là non, Snyder se contente juste de choisir ses acteurs selon leur appartenance ethnique propre à celles qui se sont vraiment foutues sur la gueule à cette époque. Et même si son récit part, tout comme la BD dans le fantastique, eh bien il respecte cet élément comme il devrait l'être dans les séries Willow et Le Seigneur des Anneaux, qui sont des séries basées sur des légendes et mythologies nord-européennes. On reproche également au film un côté homophobe et transphobe, avec la représentation de Xerxès en androgyne qui se maquille, qui a des piercings partout et qui adopte une attitude assez maniérée. Je ne sais pas si le vrai Xerxès était comme ça,
Mais ça a eu le mérite de me faire rigoler, ça me fait d'autant plus rigoler aujourd'hui, et je place le film sur un piédestal encore plus haut, car il emmerde beaucoup ces donneurs de leçons qui nous imposent leur vision fasciste du cinéma, à surreprésenter des minorités, et de ce fait, à chercher à nous faire croire qu'ils sont plus nombreux, ce qui est totalement faux. Mais c'est bien, parce qu'à force d'emmerder les gens avec ça, plus personne ne va voir leur film, ils n'ont pas compris que forcer quelqu'un à penser de telle ou telle manière, bah c'est l'effet inverse qui se produit. C'est comme l'écologie, hein. Je suis allé voir Avatar 2, et avant le film, j'ai eu une avalanche de pubs donneuses de leçons sur l'écologie, le recyclage, l'économie d'énergie, etc. Et c'était juste à vomir. Et moi, tout ce que j'ai envie de faire derrière ça, c'est le contraire. Allumer toutes les ampoules chez moi, rouler au diesel à 20 litres au 100 et cramer une pile de pneus dans mon jardin quand je me fais chier le dimanche. Donc voilà, ce film est pour moi une épine dans le pied des bien-pensants qui passent leur temps à nous accuser de tous les maux du monde. Et qu'est-ce que je l'aime ce film. Rien à foutre qui donne une vision méprisante des Perses. Oui, les Grecs aussi, ils étaient méchants. Oui, ils ont aussi pratiqué l'esclavage. Mais comme je l'ai dit, c'est un film hollywoodien qui n'existe que pour nous offrir du divertissement. Néanmoins, Léonidas n'est pas si foncièrement sans pitié que ça. Quand Éphialtès lui demande de rejoindre leur rang, il refuse, en le respectant malgré le rejet culturel des Spartiates envers les handicapés. Il ne lui dit pas « t'es une merde, tu sers à rien ». Il lui propose même un poste à l'arrière pour aider les blessés. C'est Éphialtès qui le trahit, sans raison valable, alors que Léonidas a été tout à fait correct avec lui. Le véritable méchant de l'histoire, c'est lui. Léonidas n'y est absolument pour rien s'il ne peut pas former une phalange avec les autres. D'ailleurs, en parlant de phalange, la première bataille est une scène que je pourrais regarder en boucle. Tout y est parfait. Voir les 300 Spartiates se prendre la vague perse de plein fouet dans les boucliers, l'impact énorme ressenti, on les voit lutter, ils reculent, jusqu'à ce qu'ils stoppent et repoussent d'un seul coup tous les assaillants et reprennent le terrain petit à petit en replaçant les boucliers en même temps. On voit dans cette scène toute l'efficacité de ces phalanges, et quel beau symbole, le repoussage de l'envahisseur jusqu'à le balancer à la mer. J'adore vraiment cette scène, elle fait la qualité du film à elle toute seule. Pour les points négatifs, je dirais peut-être un début un peu long à démarrer, et toutes les scènes avec la reine qui ne servent pas à grand chose. Snyder a voulu les ajouter pour mettre une petite touche féminine dans ce monde de brutes, mais elles cassent le rythme du film et interviennent dans des moments très mal choisis. Par exemple, ils viennent de gagner une bataille, une deuxième vague arrive sur eux, et ça coupe et nous amène dans le calme de la ville avec l'histoire de la reine qui n'est pas prenante ni intéressante. Snyder aurait dû se contenter d'adapter la BD telle qu'elle. On peut aussi reprocher des effets d'hémoglobine faits en CGI, ça aurait été plus parlant avec des effets à l'ancienne je pense, et les Spartiates restent un peu trop clean jusqu'à la fin. Ok, ce sont des super guerriers, mais c'est une bataille longue et qui reste difficile. Il aurait fallu les grimer un peu plus sur la fin pour qu'on se rende compte du temps passé et de la violence de la bataille sur eux. Malgré ses défauts, 300 reste un film magistral, prenant de A à Z. Il se finit en apothéose avec le sacrifice des 300 hommes et Léonidas qui prend la main d'un de ses soldats avant de rendre son dernier souffle, lui disant que c'est un honneur de mourir à ses côtés. Ça m'a arraché une petite larme, et ce plan de tous les soldats morts vus du dessus, on dirait une fresque tellement c'est magnifique. Il s'agit vraiment d'un des films les plus esthétiques que j'ai pu voir. Il a marqué ma rétine comme rarement. Je pense qu'on ne reverra pas de film de cette trempe étant donné le contexte minable de notre époque actuelle. Et c'est bien dommage. En attendant, je prends toujours du plaisir à le revoir. Il a un pouvoir de motivation sur moi quand je n'ai pas le moral que les autres films n'ont pas. Bref, 300 est un vilain petit gardement que j'adore. Et il rappelle quelque part l'époque politiquement incorrecte d'un Paul Verhoeven. Voilà pour cette critique de 300. Dites-moi vos avis en commentaire. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!